le 11 décembre, exactement, donc dans 5 jours, dans 6 jours exactement, va être signé à Marrakech, je l'ai dit en anglais d'abord, le Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Ça veut dire, en français, on l'a traduit, le pacte mondial sur les migrations organisé par l'ONU. Ça a été proposé en avril et ça doit être signé définitivement en 11 décembre prochain. On va en parler parce que donc le président de France, le président français Emmanuel Macron va y aller. Un certain nombre de pays, on y reviendra, n'iront pas, mais c'est les 193 pays de l'ONU qui sont concernés. Alors, il faut d'abord dire les choses. L'ONU ne prend pas le pouvoir, ce n'est pas un texte contraignant. Il n'y a pas obligation aux membres de l'ONU, aux pays membres de l'ONU, d'acter ce texte. En revanche, c'est quand même un texte, et on l'a lu ici, c'est un texte, c'est les migrants, c'est une chance pour le monde. Vous vous rappelez que Bernard Stasi avait écrit, il y a 25 ans, une chance pour la France. Les immigrés, une chance pour la France. Là, c'est les immigrés, une chance pour le monde. Alors, il y a un texte assez vague, mais en même temps, il y a des choses très, 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 très précises. Alors, les choses très précises, j'y arrive. Il y a des choses quand même étonnantes. D'abord, on parle des migrants en général. On ne fait pas la différence entre migrants de guerre, migrants effectivement obligés parce qu'il y a des guerres dans leur pays, et migrants économiques, ce qui est tout à fait différent. On parle aussi bien des migrants illégaux que des migrants légaux. Tout est amalgamé de ce point de vue-là dans le texte et étonnant. D'abord, en quoi l'ONU a vocation à lancer cette initiative? On ne sait pas. Deuxièmement, on dit ça partout, mais qui va effectivement vers où vont aujourd'hui les mouvements migratoires? Les mouvements migratoires dont on sait que, notamment Stephen Smith, journaliste peu soupçonné d'être réactionnaire, dit bien que on va atteindre 50 millions d'immigrants rien que de l'Afrique dans les 10 ou 15 ou 20 années à venir. Mais 50 millions de l'Afrique vers où alors du coup? Vers l'Europe. Vers l'Europe en général. Absolument. Il dit c'est la ruée vers l'Europe. Son livre s'appelle La ruée vers l'Europe. Et les États-Unis, mais en ce moment les États-Unis c'est un peu compliqué. Bien. Et alors, on dit les migrants, effectivement, vont être, si vous voulez, accueillis et il faut s'occuper d'eux, leur donner très vite, dès qu'ils arrivent et avant d'arriver, je dis bien les migrants illégaux ou légaux, leur faire connaître leurs droits, leur dire comment ils seront aidés, comment ils peuvent être aidés, comment ils peuvent être accueillis, etc., etc. Protéger leur culture, qu'ils ne se fondent pas dans la culture du pays d'accueil, protéger leur culture, leur tradition, qu'elle soit culturelle ou culturelle. Les droits inaliénables des migrants, bien, face à un État souverain. C'est-à-dire que l'idée, quand même, quand on lit ce texte, c'est de légitimer le migrant dans son ensemble, qu'il vienne du Sud ou ailleurs, en le présentant, c'est dans le texte, c'est une victime, a priori un réfugié par nature, persécuté chez lui par les tyrans, après avoir exploité dans le passé par les États européens d'accueil, le migrant. Alors, le migrant, oui, simplement, encore une fois, on mélange tout. Et d'où va venir, c'est évidemment pas les Européens qui vont aller en masse vers l'Arabie Saoudite ou les Émirats du Golfe, qui, entre parenthèses, comme vous le savez, depuis qu'il y a ce mouvement, n'ont pas accueilli une personne de l'Aquarius ou d'ailleurs. En revanche, il y a beaucoup d'immigrés économiques pour le coup, mais dans les pays du Golfe, et qui travaillent d'ailleurs dans des conditions épouvantables. Voilà, j'allais dire que là, ça ne s'appelle plus des migrants, ça s'appelle des esclaves, parce qu'ils sont effectivement traités comme des esclaves, ce qui, heureusement, ne serait jamais le cas en Europe. Donc, il faut savoir de quoi il s'agit. Et là, franchement, moi, je vais vous dire la chose qui m'étonne le plus dans cette histoire, c'est que le 11 décembre, dans 5 jours, la France va signer cela sans qu'il y ait eu concertation au Parlement, concertation à la télévision ou à la radio, concertation au Sénat. Ne parlons pas du référendum. Le référendum, depuis 2005, ça n'existe plus en France, je veux dire, et ailleurs. Non, on ne parle plus de référendum. Mais enfin, c'est quelque chose d'important.
Je rappelle quand même des choses de base, des banalités de base, que la France compte aujourd'hui 6,5 millions de chômeurs, que l'on voit ce qui se passe avec le phénomène des gilets jaunes, quand on voit les retraités, les vieux, les femmes qui sont sur les ronds-points, etc. Quand on dit il n'y a pas d'argent, mais il y a un coût de cette migration, il y a un coût pour ces millions de migrants qui vont arriver, et c'est clair, c'est normal. Alors comment on fait? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on parle de ça, on dit voilà, il n'y a pas de problème, il y a effectivement, il faut les accueillir, très bien, il faut leur donner tous les droits, etc. Mais combien ça coûte? Comment ça va coûter? Qui va payer? Au moment même où la crise, ici en France et en Europe, atteint un certain paroxysme, avec des gens qui n'ont plus de quoi manger le 20 du mois, il y a quand même un problème. Alors juste une question, André Berkoff. Vous l'avez dit vous-même, c'est pas un texte contraignant. Ça veut dire qu'en gros, la France le signe, si jamais elle ne respecte pas le point 1 jusqu'à n'importe lequel, elle paye rien, elle se fait imposer rien. Non, comment ça se passe alors alors attendez, si elle paye rien, elle se fait imposer rien. Eh bien, pourquoi elle le signe? Non, mais ça, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, quelles sont les conséquences concrètes de ce texte qui sera signé? Les conséquences concrètes, c'est très simple, c'est qu'il va créer un mouvement. Si vous voulez, le problème, c'est qu'on ouvre, encore une fois, il y avait la boîte de Pandore de l'immigration est ouverte depuis très longtemps, mais là, c'est plus une boîte. Là, c'est un gouffre. Là, c'est un océan. Parce que, quand même, si l'ONU, et vous allez voir, 2/3 des pays vont évidemment signer. Alors, qui refuse de signer? C'est intéressant à le savoir. Il y a un certain nombre de pays qui ont dit il n'est pas question, nous, qu'on y aille. Et comme par hasard, ce sont des pays européens si vous voulez, qui ne signent pas. Alors qui? Jusqu'à présent, l'Autriche, la Hongrie et la Pologne, le membre du groupe de Visegrad, Israël, les États-Unis, la Suisse et l'Italie, comme on sait, qui a absolument refusé de signer. En gros, tous les pays qui ont un pouvoir plutôt à droite, à droite. Oui, plutôt en tout cas souverainiste. Oui. Aujourd'hui, en Belgique, les nationalistes flamands, d'ailleurs, menacent de faire tomber le gouvernement, etc. L'Australie aussi, la République tchèque, etc. C'est la Slovaquie, la Belgique. Bien, la Belgique, c'est pas fait encore. Ce que je veux dire, au-delà de ça, c'est que, pour répondre à votre question, c'est qu'à partir au moment où le mouvement est lancé, où on signe un pacte, où les 2/3, d'ailleurs, des pays membres de l'ONU vont le signer, parce que eux, très sincèrement, sont beaucoup moins, on va pas se précipiter au Zimbabwe. Je veux dire, et je n'ai rien contre le Zimbabwe, mais vous n'allez pas avoir des cohortes de migrants. C'est plutôt le contraire. Vous avez un grand nombre de Zimbabwéens qui, en revanche, immigrent en Afrique du Sud. C'est aussi un fait, il n'y a pas que en Europe, ça existe. Bien sûr. Et là, on voit d'ailleurs les problèmes énormes qui sont avec posés. Du racisme, de la xénophobie aussi très violente en Afrique du Sud. Et entre Africains. Et absolument. C'est normal parce que ça arrive. Et parce qu'on a oublié. Non, c'est normal. C'est normal parce qu'on oublie qu'il y a des peuples. Si vous voulez, l'Afrique, c'est pas uniquement... Il y a des peuples, il y a des souverainetés, il y a des nations un peu partout, en Afrique et ailleurs. Mais la chose qui est aussi vraiment... Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie. Il y a le point 17 dans ce pacte, si vous voulez, de l'ONU, où il dit attention, il faudra faire très attention à limiter, alors ils appellent évidemment la xénophobie, le racisme, etc. En fait, si vous émettez, dit très clairement le pacte, le texte de l'ONU, si vous émettez des réserves ou des doutes, eh bien ça peut aller jusqu'à vous supprimer les fonds publics. Ça s'adresse aux médias. Encore quelque chose au niveau de la liberté d'expression. Les fonds publics d'où, du coup ? Peux dire, des fonds publics adressés aux médias. Ah, effectivement, vous savez, tous les médias reçoivent un certain nombre de fonds. On dit attention, si vous n'êtes pas pour ce mouvement, eh bien, il va y avoir quelques problèmes. Voilà, par exemple, exactement ce qui se dit. Les États signataires sont invités à promouvoir les reportages indépendants et objectifs, je mets les guillemets, à sensibiliser et éduquer les professionnels des médias sur ces questions. Cela peut aller de directives sur la terminologie employée, à la fixation de standards éthiques concernant les reportages, jusqu'à, je cite le texte, jusqu'à la coupure de fonds publics aux médias qui font la promotion systématique de l'intolérance, de la xénophobie, du racisme et autres formes de discrimination envers les migrants. Et qui est pour l'intolérance, la xénophobie et le racisme? Évidemment pas. Ni nous, ni personne, en tout cas d'honnête et de compétent dans les médias. Mais, il y a un problème, c'est où va le curseur? Si vous commencez à mettre des réserves, où ça va? Donc, ce que je veux dire, ce que je veux souligner, par rapport aux citoyens, par rapport à tout le monde. Moi, encore une fois, ce qui m'indigne là-dedans et qui me met effectivement dans tous mes états, c'est que je ne dis pas que ce texte n'a pas des qualités ou pas,
c'est qu'il va être signé sans aucune discussion, ni au Parlement, ni ailleurs. Et ça, c'est un scandale. Il n'est pas possible qu'un responsable, fût-il le président de la République, a signé cela sans en parler et sans prendre le temps d'en parler, d'expliquer à ses concitoyens. Et d'ailleurs, je vais vous dire par rapport à l'actualité que les Gilets jaunes, dans leur page Facebook et plusieurs pages Facebook, se sont émus du sujet. C'est ça, y compris avec, d'ailleurs, c'est quelques intox que vous avez démenti dès le début de cette émission, il faut le préciser, parce qu'il n'est pas non plus question que des casques bleus prennent le pouvoir à la place de l'armée française. Bien sûr, heureusement. Il faut quand même relativiser. 0826 300 300. Vous l'avez entendu, André Berkoff est en pleine forme. Il est dans tous ses états, comme tous les jours, de midi à 13h, on vous attend sur Sud Radio.